Ma première expédition, c'était la descente de l'Amazone à la nage. J'ai commencé dans le Pacifique. J'ai fait 600 km pour retrouver la source de l'Amazone à Mount Mismi. Depuis là, on part au nord dans la direction de Colombie pendant 1000 km. En arrivant sur la frontière Colombie, Pérou et Brésil, c'est là où on tourne vers l'est et puis on fait 6000 km jusqu'à on retrouve l'Atlantique. C'est une expédition qui a duré 6 mois. Voilà, cette vidéo, c'est la deuxième partie de mon vidéo sur la descente de l'Amazone. Et si vous n'avez pas vu la première vidéo, il faut cliquer quelque part là à gauche, je pense. Et comment t'as appris à survivre? T'as appris directement là-bas ou tu savais? Non, la survie, parce que je suis né en Afrique du Sud et j'étais dans la force spéciale de l'Afrique du Sud, c'était aussi une bonne école, une bonne formation pour moi. Moi qui étais un gamin qui m'intéressait vraiment beaucoup sur la nature et les animaux, j'étais toujours souvent seul dans la nature. Et avec mon cheval et puis mon chien, j'ai parti des vacances pour compter des moutons où j'ai gagné un peu d'argent. Ça veut dire que j'ai grandi, j'ai presque été que dans la nature. Et ça me donne un œil, ça me connecte à la nature. Je me déconnecte jamais vraiment à la nature. Pour quelqu'un qui vit peut-être à Paris, qui vit dans une grande ville et puis tout le temps dans 4 murs, c'est difficile de rester connecté. Mais pour moi, c'était facile. Et quand j'étais dans la force spéciale de l'Afrique du Sud, après 3 ans de guerre en Angola, j'ai décidé d'y aller dans la force spéciale de Brésil pour apprendre comment on pouvait rester vivant dans l'Amazone. Les Brésiliens ont formé les Américains pour la guerre en Vietnam. Et c'était à Manaus, des SIGs, qui a fait cette formation pour les Américains. Et moi, j'étais là-bas. Et puis, c'était là où j'ai fait un cours de survie avec leur force spéciale. Et pendant plus que presque 2 ans, j'ai préparé cette expédition en étudiant des bouquins, en faisant des expériences, en allant vivre dans l'Amazone. Et après 2 ans de préparation, de construction de matériel, de développer le savoir-faire, c'était là où j'ai décidé que je pouvais partir pour descendre l'Amazone à la nage. Ça, c'était ma pharmacie qui était là-dedans. Et la pharmacie, les médicaments étaient mis sous vide. Et il y avait toujours, pour que les papiers ne pourrissaient pas, c'était aussi mis, les descriptions des médicaments étaient aussi mises comme ça. Plastifiées. Et puis là, je pouvais voir pour les infections, pour la chiasse, quand tu manges, tu chopes la diarrhée, et les douleurs, les allergies, des comprimés que je dois prendre combien de fois par jour. Et puis voilà, la malaria, les mycoses, c'est les plus grandes, les yeux brûlés par le soleil, les blessures, les pansements que j'ai pris, les j'ai eu une agrafeuse. Ouais. Pour que quand je dois couper pour enlever les parasites, que je pouvais agrafer, recoudre les plaies. Tout est toujours un peu était là-dedans. Je n'ai pas pris beaucoup de médicaments. Et puis quand tu chopes la chiasse ou la diarrhée, tu peux manger que l'argile aussi. Et l'argile, ça te fait chier bien et tu enlèves tout ce qui est mauvais
en fait dans l'estomac. Et puis après, tu es au nouveau bien de repartir. Tu mangeais de l'argile. Je mangeais l'argile. L'argile, même l'argile que je mettais sur mon pot pour nourrir mon pot et pour éviter que les moustiques m'attaquent, j'ai aussi mangé ça. Avec l'argile, tu peux vraiment faire pas mal. Aussi, pendant mon cours de survie en Amazonie, j'ai appris un peu sur des médicaments naturels qu'on peut trouver dans la nature. Et puis aussi des fruits que tu peux manger contre allergies, les bois que je pouvais brûler pour chasser les moustiques. Et je savais que tout ce qu'un singe mange, tu peux manger. Si tu ne sais pas autour de toi, ou si tu ne reconnais pas quelque chose que tu peux manger, ici c'est facile parce que tu as des dandelions, ça on peut manger parce qu'on sait, mais dans l'Amazone, il y a beaucoup de poison. Et quand tu manges qui est poison, tu vas mourir. Et c'est pour ça, pour moi, je savais que tout ce qu'un singe mange, je peux manger. Et quand tu observes les singes, et puis les singes, ils sont en haut dans les arbres et puis ils bouffent, c'est là où tu peux monter l'arbre et tu peux bouffer la même chose. Mais si ton singe en haut dans l'arbre, il mange rien, tu peux toujours monter de l'arbre, attraper des singes et tu peux bouffer des singes. Il y a toujours une solution. et là, je vais vous montrer en fait mon hamac. Mon hamac, c'était mon lit. C'était un peu ma maison une fois que j'ai quitté la rivière pour chasser. J'ai pris Annika et Jessica avec moi, c'est mes filles. Ils ont eu 4 et 5 ans quand j'ai descendu de l'Amazone à la nage. Ils sont maintenant adultes. Presque, Voilà. ouais. Voilà, Jess, tu prends là. Ok. Voilà, ça c'était mon hamac. Imagine que Jessica c'est l'arbre et puis j'attache mon hamac et Annika est l'arbre. Arbre 1, arbre 2. Et j'ai attaché mon hamac en dessous de l'eau. Et puis au fond de l'eau, je mettais mon filet de pêche. Cet hamac était unique parce qu'on voit bien qu'il y a un moustiquaire avec une couverture. Et quand il pleuvait, cette couverture me protégeait de la pluie. En même temps, je pouvais ouvrir cette fermeture et je rentrais ici dedans la nuit. Et puis une fois dedans, je fermais. Comme ça, j'étais enfermé là-dedans et les moustiques pouvaient pas me choper la nuit. Aussi pendant la journée, je pouvais ouvrir pendant que je faisais la chasse et je pêchais. Et ici dedans, assise comme ça, je pouvais pêcher. Tu pêchais avec quoi? Tu avais une canne à pêche ou tu... Non, je pouvais toujours couper un bout de branche parce que la canne à pêche, ça sert à rien. Il y a des cannes à pêche dans la nature comme ça. Ce qui est important de prendre, c'était des fils de pêche et des hameçons. Ah oui. Et c'était mes matériels de survie. Comme l'hameçon et les filets de pêche, c'était pour manger. La machette et la manière que mes petits couteaux de poche, c'était pour préparer à manger, pour faire des pièges. Et puis des matériels qui étaient indispensables pour moi, c'était vraiment des matériels pour attraper la nourriture. Parce que si tu ne manges pas, tu ne vis pas. Tu as déjà attrapé des piranhas et mangé des piranhas? Oui, des piranhas, c'est facile à attraper parce que tu peux choper une grenouille ou tu peux vite couper quelque chose, un animal, un rat que tu trouves dans la viande. Tu le mets dans l'eau comme ça. Et puis une fois que ça saigne, et puis des piranhas arrivent, mais extrêmement vite. Voilà. Et quand il y a beaucoup, tu peux prendre ton filet, attacher à un arbre. Et imagine, juste là, tu es dans l'eau, tu mets la patte là-dedans et tu prends ton filet dans l'eau et tu l'attaches juste d'un côté sur l'arbre et l'autre côté tu attrapes. C'est quoi le plus gros poisson que tu as attrapé?
C'est l'arowana, c'est des poissons qui nagent sur la surface, que la nuit avec la lampe frontale, je pouvais allumer leurs yeux. Et puis je pouvais facilement, avec des harpons, je pouvais l'attraper. Je n'ai pas pris un harpon, mais je me fabriquais des harpons au fur et à mesure que je voulais chasser. Et puis avec des harpons, tu peux attraper des poissons, tu peux attraper des serpents, tu peux attraper des caïmans, des petits crocodiles avec les harpons. C'est vraiment utile et dans la nature, tu le trouves en coup de machette, punk, harpon, que tu forges un peu dans la braise, tu peux le faire un tout petit peu plus dur, pas brûler complètement, et puis bien aiguisé. Il y a des bois très durs, comme des métals dans l'Amazone. Si tu connais un peu, c'est facile à trouver. C'était quoi ton repas préféré dans la nature? C'est le serpent, piranha? Le caïman. Il y avait beaucoup de caïmans et c'est facile à attraper. Bah, avec les mains comme ça. Je l'attrapais à la main. Vraiment, quand tu vois la lampe frontale, il faut regarder les distances entre les yeux. Quand tu vois que les yeux sont espacés comme ça, caïman, il va te bouffer. C'est pas toi qui vas le bouffer. Quand tu le vois avec ça d'espace entre les yeux, ou peut-être tu le mets comme ça d'espace, tu peux encore l'attraper. Là, il fait environ 1 mètre et demi. De choper un caïman qui fait 1 mètre et demi à la main, dans l'eau, il ne faut pas louper. Et c'est pour ça qu'il faut toujours essayer de choper les plus petits, parce que les plus petits, c'est facile à manipuler, à garder. Par-dessus la tête. Et quand tu le chopes, parce qu'ils sont sur la bord de la rivière, tu le chopes, tu le pousses en fait sur les fonds de la rivière. Et là, tu peux amener l'autre main pour le choper. Et puis là, avec ton couteau, tu coupes juste un tout petit peu là et tu as beaucoup de viande. Ce qui est important aussi, c'est de savoir où tu peux sortir de l'eau. Parce que pour moi, quand je suis dans une rivière qui fait 321 km large à l'embouchure, et au milieu, il fait un moyen 10 km de large, la rivière. Tu ne peux pas sortir la rivière tous les jours. C'est pour ça que j'ai toujours resté en fait dans la rivière. Parce que pour sortir la rivière, il faut nager 10 km. Après, il faut retourner le lendemain. 10 km, ça veut dire que tu n'avances pas vraiment. Parce qu'au milieu, ça avance mieux, il y a plus de courant. Rapide. Il n'y a pas nécessairement plus de courant, mais il y a moins de danger. Dans l'Amazone, le plus grand problème, c'est que c'est 2 mètres sur la terre et 2 mètres dans l'eau. C'est là où tout mange tout. Ouais. C'est là où les animaux de la terre viennent pour manger, pour boire. Et c'est aussi là où ce qui vit dans l'Amazone peut manger les animaux. Les crocodiles, des piranhas, des animaux comme ça. Et c'est aussi là où tu as des rails électriques. Et puis quand tu sors de l'eau, tu peux pas marcher en levant des pieds comme ça. Parce que imagine, ça c'est un rail et tu vois pas. Une raimanta? Un Ouais. raimanta, Électrique. tu marches dessus et là, il te pique et tu perds un pied. Ça veut dire que tu peux sortir, mais il faut pas lever les pieds, il faut le faire comme ça. Et comme ça, tu pousses les raimantins à côté et tu marches pas dessus. Maintenant, je sais. Mais le flip constant, ça doit être. Tu as l'impression de pouvoir mourir à n'importe quel moment. Non, mais pour moi, Tu fais un c'était... mauvais pas et Ouais. c'est bon. Pour moi, c'était ça qui m'amusait. Tous les jours exposé, tous les jours, je ne savais pas ce que je veux voir. C'était intéressant et vivant. Ouais, Et c'était aussi, j'étais plus jeune, beaucoup plus agressif dans mes approches. Je pouvais me presque battre contre la nature en utilisant les forces et la faiblesse des animaux
pour qu'eux, ils attrapent eux-mêmes. Tu étais moi- comme un animal dans la Moi, nature. j'étais un animal. J'étais Avec les instincts de survie d'un animal. Ouais, j'étais dans la nature comme un animal. Je suis devenu animal. On va là-bas leur montrer alors. Oui, allez, Tu nous emmènes. Ouais, on y va. C'est parti. Amazon. chacun Plus de prend, confinement. chacun prend son petit titre Oui. speed. Hein. Moi, je prends celui-là. Bon, entendu. Ok, on range notre matériel. Allez, on y va. Chaud, on se rejoint en Amazonie. Hein. Ciao. Tiens, il est lourd lui. Juste pour finir l'histoire, c'était quand j'arrivais avec El Niño. El Niño, c'était le nom de mon hydrospeed. C'était à cause des phénomènes météorologiques et puis aussi El Niño qui est mon enfant, mon petit. J'étais sur mon hydrospeed et la seule manière que je pouvais dire que je suis dans l'Atlantique et pas dans l'Amazone, c'était en goûtant l'eau. Et quand l'eau est devenue salée après 6 mois, 7000 km, et tu es dans l'embouchure de l'Amazone, où l'Amazone est fait 321 km large, il y a une île plus grande que la Suisse dans l'embouchure. C'était là où je savais que l'expédition était finie. Ces moments étaient incroyables quand tu as cette première goutte de sel dans ta bouche. Parce que pendant les dernières semaines, tous les jours, j'ai essayé de goûter de l'eau et je nageais. Tu ne vois pas la berge, c'est trop loin. Et puis, c'est justement là où tu dis, mais écoute, est-ce que ça va finir? Et des moments quand tu as ces gouttes de sel dans la bouche, c'est fini. Et c'était à ce moment-là que j'étais triste. Parce que l'expédition était finie, ma style de vie était fini. Maintenant, je dois rentrer et puis où tout est connu, où j'ai pas peur, où tout est assuré, où on va trouver la nourriture. Et c'est là, à ce moment-là, où l'attitude zéro était née. Parce que je pensais dans ma tête, si je pouvais juste continuer de nager tout droit, de traverser l'Atlantique et de retourner au point dans l'embouchure de l'Amazone, je pouvais faire un tour du monde. Là, c'était la naissance de l'attitude zéro. Ça, c'est la prochaine expédition que je vous ai expliquée et vous montrer un peu du matériel qui est aussi caché quelque part ici, dans mon petit cave. Voilà. Voilà, merci. J'espère que ça va être intéressant pour vous. J'ai jamais écrit un livre là-dessus non plus, parce qu'à l'époque, je ne pensais pas que ça pouvait intéresser des gens. Mais si vous voulez savoir un tout petit peu plus, je pense que je peux écrire parce que tous les jours, j'ai tenu un journal à bord et j'ai tous les détails. J'étais emprisonné par des Ankanincha qui pensaient que j'étais un diable qui tuait leurs enfants. C'était une histoire très très riche en contenu. Et puis j'aimerais bien partager ça un tout petit peu plus en profondeur avec vous. Merci beaucoup. J'espère que c'était tip top pour vous. À la prochaine. Ciao.